Vous le savez peut-être, mes travaux d'écriture me demandent beaucoup de recherche et j'aime donc dans ces vlogs explorer un format simple. Vous partagez les trésors cachés de Kamakura, ma vie au Japon, sans chichi ni prétention. Le mois de mai a été marqué par une météo merveilleuse. Nous avons enchaîné les sorties de temple en commençant par le Hanioji, près de chez nous, connu pour ses buissons d'azalées. C'était un endroit merveilleux avec des couloirs de fleurs roses dignes du voyage de Chihiro. J'en ai profité pour collecter un nouveau Goshuin. Ce n'est pas un hasard si mon premier roman, Le Masque de No, commence dans les montagnes de Kamakura. En 2014, lors de ma première visite, j'étais tombée sous le charme de cette ville, de ces collines jungles, de ces vieux temples cachés. Mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'à mon tour, comme mon héros Ichiro, cet endroit deviendrait ma maison. Dans le tome 3, je me suis beaucoup penchée sur la question des couvents bouddhiques, le mode de vie des nonnes, leur agentivité. Il y avait par le passé, à Kamakura et ailleurs au Japon, tout un système d'entraide intertemple appelé le Hamagosan, qui permettait aux femmes de divorcer. Le Eishoji, à Kamakura, est le dernier temple de femmes. Pendant l'époque féodale, les gens se servaient des feuilles de bambou pour envelopper toutes sortes de choses, y compris leurs boulettes de riz, surtout quand ils voyageaient. Parfait pour emballer son petit lunch de samouraï. Pas loin de chez nous, il y a un temple assez peu connu des touristes étrangers. À l'arrivée, on nous a donné de l'encens que nous sommes allés planter en offrande. Ce temple est lové dans la végétation de la colline. On sent que c'est vraiment un temple de quartier, un peu en désordre, un peu en fouillis. Je m'attendais à tout moment à voir sortir des petites noiraudes ou un petit totoro. C'est dans ce genre de décor que grandit mon héros Ichiro. Ce temple est connu pour un détail en particulier, cet escalier de mousse qu'il est d'ailleurs interdit d'emprunter. Après une petite grimpette dans les hauteurs du temple, on accède à un promontoire depuis lequel on peut voir tout Kamakura, la plage, notre quartier de Zaimokuza et le mont Fuji. Nous y voilà! J'attendais ça avec tellement d'impatience, mon voyage de recherche à Kyushu. Je n'y étais encore jamais allée et j'avais plein de lieux à visiter pour mon tome 4, sans vous en dire plus pour celles qui lisent la série et ne veulent pas être spoilées. Étape numéro 1, Kagoshima. On commence avec la visite du château féodal dont il ne reste que les douves, le reste n'est pas d'époque. J'étais tellement obnubilée, je ne sais jamais, par les reconstitutions que c'est à peine si je jetais un œil au volcan, qui pourtant était entré en éruption la veille. Je trouve ça passionnant d'étudier l'architecture traditionnelle japonaise, les matériaux employés, les techniques de charpente, qui déjà à l'époque étaient antisismiques. Le musée était absolument passionnant, retraçant l'histoire de Kagoshima depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. J'ai passé mon temps à prendre des notes, en particulier pour ce qui concerne le début de la période d'Edo, puisque c'est elle qui m'intéresse.
Les musées japonais sont, je trouve, souvent plus ludiques que les nôtres. Il y a beaucoup de maquettes, des reconstitutions, parfois même des automates, plus vrais que nature. Parfois aussi un peu creepy. Il y avait également un étage consacré aux coutumes et aux tenues locales que j'ai trouvé passionnant. Et pour finir, un modèle réduit du château à l'époque d'Edo, sous l'égide du clan Shimazu. J'étais aux anges. Après ça, on est monté à l'observatoire du mont Shiroyama dans l'espoir de mieux voir le panache de l'éruption volcanique. Mais c'était tout voilé. On s'est donc rabattu sur les véritables stars de la journée. L'après-midi, on a visité un jardin que j'ai particulièrement aimé, pas tant pour sa végétation que pour la maison traditionnelle qu'on pouvait visiter, laissée telle qu'elle était à la fin du 19e siècle. C'était la première fois que je voyais un tel mélange de mobilier japonais et occidental d'époque. Un peu Crossing Downton Abbey et Le Dernier des Samouraïs. Étape suivante, les montagnes de Kirishima. Au programme de la journée, une randonnée dans les volcans. Le sentier serpente entre les azalées sauvages, c'est féerique. Et la vue sur le lac Onami, dans le cratère d'un volcan, est tout simplement magique. Après une sacrée grimpette sur des marches en bois rongées d'humidité, pendant laquelle j'ai pesté et galéré avec ma pauvre cheville encore flagada, on parvient au sommet. L'autre volcan est fermé à l'ascension à cause d'une coulée de lave récente. Malgré la fatigue, dans ma tête, je suis en ébullition. Ces paysages sont ceux que traversent mes personnages, j'ai l'impression de marcher dans leurs pas. Sur la route du retour, ça fume, on sent qu'on est dans une terre de volcans, de sources thermales et de brume. Kirishima veut d'ailleurs dire l'île de brume. Notre logement pour la nuit est un établissement thermal, moitié camping, moitié chalet, moitié nagaya ou maison en longueur. On dort dans cette dernière, c'est donc une maison en longueur avec cuisine et salle de bain partagée. Dans la chambre voisine, un groupe de soixantenaires clope en buvant des bières, on se croirait dans une pension du début du XXe siècle. Nous sommes seuls, on entend les cigales et l'écho d'un drama japonais à la télé depuis les cuisines. Tout est paisible. Les bains de cet établissement sont incroyables, moitié troglodyte, moitié extérieur, protégés par une charpente en bois sublime. Là encore, j'avais l'impression de sauter à pieds joints dans le Japon d'antan. À Kumamoto, sous une chaleur terrible, nous avons visité le château, toujours très endommagé suite à un gros tremblement de terre en 2016.
À bord de notre petite voiture de location, nous reprenons la route en direction du cœur de l'île, connu pour son très beau volcan, le mont Aso. Hélas, tout accès à ce dernier était fermé en raison d'activités volcaniques récentes. Nous arrivons ensuite à Kolokawa Onsen, une ville thermale nichée dans la forêt. Le principe est simple. On peut acheter un pass qui donne accès à 3 onsen et faire du onsen hopping en yukata ou dans ses vêtements de tous les jours selon l'envie. Notre chambre se trouve dans l'annexe d'un ryokan ou auberge traditionnelle. Les lieux sont modernes, paisibles et il y a plein de petites attentions qui font tout le charme de l'hospitalité à la japonaise. L'espace commun est désert, j'en profite pour m'asseoir face au jardin, avec une tasse de thé noir arrosée d'un peu de lait pour tenir mon carnet de voyage. J'aimerais arrêter le temps et rester ici des semaines encore, à écrire et faire trempette. Après ça, direction les bains de l'auberge et pour ça, en yukata. La dernière étape du voyage, et pas des moindres, c'est l'île de Yakushima. Je rêvais d'y aller depuis des années parce que c'est l'île qui, comme vous le savez peut-être, a inspiré Princesse Mononoke, mon Miyazaki préféré. Il règne sur Yakushima une atmosphère particulière d'île du bout du monde. Le village principal est un peu décrépit, il y a des poissonneries partout, du vent chargé d'iode, des sanctuaires dédiés aux divinités de la mer, une seule route qui fait le tour de l'île, et 6 feux rouges en tout et pour tout. Yakushima est aussi un lieu apprécié des tortues marines pour pondre leurs œufs. Nous avons eu la chance inouïe de voir ce soir-là une tortue pondre ses œufs sur la plage. C'était une expérience extrêmement émouvante, sous un ciel brillant d'étoiles.